Bonsoir à tous. Je me présente Nathalie Gérard, je suis journaliste et je collabore régulièrement avec le Mouffetard Théâtre des Arts de la Marionnette qui se trouve donc un peu plus haut. On va parler donc de l'œuvre de Larry Tremblay, puisqu'on a la chance de la voir ici à Paris. C'est assez exceptionnel puisque vous vivez de l'autre côté de l'Atlantique. Et on va essayer de traverser cette œuvre qui est vraiment irriguée par le théâtre. Alors, vos œuvres, vos pièces de théâtre et vos romans ont obtenu de nombreux prix au Canada. On peut dire que vous avez signé une trentaine de pièces de théâtre depuis une trentaine d'années, 40 ans de travail littéraire. Et dans votre œuvre, il y a également des romans. Et ce qui vous a fait connaître le plus en France, c'est L'Orangerie. Donc ce roman qui a été publié, je crois, en 2013. Oui, 2013 au Québec. Ouais. Voilà, et qui a une vie finalement très riche, puisque vous l'avez adapté vous-même pour le théâtre, et aujourd'hui vous êtes en train de préparer l'adaptation pour l'opéra. En fait, j'ai terminé le livret, et puis le compositeur va terminer bientôt la composition de la musique. Il est à New York actuellement, et il lui reste 2 scènes à composer. On a mangé chez lui il n'y a pas longtemps, parce qu'il habite à Paris. C'est un franco-libanais, il s'appelle Zad Moultaka. Et la plupart des compositeurs écrivent toujours un peu à la dernière minute, et ce qui fait qu'on est tous un peu stressés. Mais parce que les musiciens attendent la musique pour la décortiquer et puis s'en emparer. Mais c'est une formidable aventure que d'avoir un roman qui devient finalement un opéra. Ouais, c'est formidable. Alors, avant qu'on parle des sujets de vos œuvres, et parmi ceux-là, il y a la question de la violence qui est présente, la violence psychologique, la violence physique. Je voudrais qu'on parle justement de cette diversité littéraire, puisque vous avez également signé des poèmes. La dernière œuvre d'ailleurs qui est parue au Québec, c'est un récit poétique qui s'appelle Dans l'œil soldat, l'origine de la violence. Le titre déjà dit beaucoup. Et puis, donc on est dans la poésie, le théâtre, le roman. Vous étiez en train de m'expliquer ça, vous commencez un travail sur la bande dessinée, les romans graphiques jeunesse. Comment est-ce que vous choisissez le genre ? Est-ce que déjà ça se passe comme ça ? Est-ce que vous choisissez le genre des textes que vous écrivez ? Le genre littéraire, j'entends. Souvent, et parfois non. C'est assez étonnant. L'Orangerie, c'était pas au départ un roman. C'était, je pourrais appeler ça un oratorio. Il n'y avait que 2 personnages qui se répondaient. Et puis, finalement, j'ai décidé d'aller plus loin dans l'histoire. Il y avait une vingtaine de pages. Et puis, j'ai posé la question de... En fait, moi, j'écris sans plan. Et ce qui fait que j'ai l'impression que j'entends les personnages, plutôt. Et j'essaie de me mettre à leur hauteur. Et comme pour l'Orangerie, j'avais que les deux enfants, ce sont deux garçons, des jumeaux, ils ont 9 ans. Et puis je me suis dit, ils ont des parents, ces jumeaux-là. Alors j'ai fait un peu parler les parents. Et puis je me suis dit, ces parents ont aussi des parents. Alors j'ai fait parler un petit peu les grands-parents, sans qu'il y ait encore une histoire, une action. Mais au fur et à mesure de l'écriture, il se développe quelque chose. Et là, cette partie que j'ai écrite sans plan, je l'appelle la quête. Et je dois, une fois que je ressens un peu l'ambiance et tout ça, enquêter ce que j'ai écrit. Et là, l'enquête, c'est plus la réflexion, l'analyse, l'interrogatoire. Parce que finalement, une enquête, c'est interroger les personnages. Et je les interroge. Parce que je ne sais pas au départ, souvent, je ne connais pas encore leur âge ou leur nom. Et je leur pose des questions. C'est un peu comme ça que le roman se construit. Mais ce n'est pas nécessairement toujours comme ça, mais avec l'Orangerie, c'était comme ça. Comment le texte, ces voix qui deviennent des personnages, comment vous dites, est-ce que ça s'impose à vous plutôt que ça va être pour des acteurs ou bien que ça va être pour un roman ?
Bah, en fait, vous savez, j'ai écrit beaucoup de pièces de théâtre, alors je sais très bien que ça va être joué par des acteurs, des actrices, mais vu que j'ai fait de la mise en scène aussi, je ne sais pas de faire tout de suite la distribution, c'est-à-dire d'imaginer des acteurs, des actrices, parce que ça pourrait bloquer l'imaginaire, et non plus d'imaginer tout de suite une mise en scène. J'essaie d'être libre dans l'écriture dramatique. Il m'est arrivé quelques fois de penser à un acteur en cours de route, comme pour Ogre. J'avais en tête un acteur que j'aimais beaucoup, parce que c'est un acteur virtuose, qui a une vélocité dans la voix, une façon de sortir les mots, une espèce de musicien de la langue. Et j'ai pensé finalement à lui, et c'est lui qui l'a créé, donc Ogre, en 97 ou 18 là, à Montréal. Et puis, j'étais très content, parce que ça a super bien marché avec lui. Alors sur le théâtre, je crois que ce qui est important de dire, c'est que, vous l'avez dit, vous avez fait de la mise en scène, mais aussi du jeu dramatique. Vous avez été acteur pendant très longtemps. Et vous avez surtout, ce qui est particulier, c'est que le type de théâtre que vous avez choisi, dans lequel vous vous êtes engagé, c'est une tradition qui n'est pas occidentale, qui est la tradition de l'Inde du Sud, du Kerala. C'est du Kathakali, donc c'est un théâtre qu'on connaît assez peu en France, et je pense qu'on peut dire qu'il y a très peu d'écrivains européens qui écrivent avec ce bagage, si je puis dire. Donc je crois que ça donne sans doute une couleur. Je voudrais qu'on parle un peu de ça, et on parlera plus tard, si vous voulez bien, du lien avec la marionnette. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, déjà, comment on peut décrire le Kathakali? C'est un théâtre très stylisé. Oui, c'est ma seule formation, parce que, bon, j'ai formé des acteurs pendant une trentaine d'années, mais j'ai jamais fait un conservatoire ou une école de théâtre. Donc, mon vrai bagage, je l'ai eu en Inde, par transmission avec des professeurs, bon, ils appellent ça des gourous. Et j'ai pas choisi vraiment d'étudier le Kathakali d'une certaine façon, parce que il y a beaucoup de hasard dans le destin des artistes. Et moi, j'étais en tournée à l'époque, c'était en 75, avec une troupe de théâtre, et donc c'était l'année internationale de la femme, et on en a profité pour concocter un spectacle à partir de grands textes. Il y avait Andromaque de Racine, Les Bonnes de Jean Genet, et puis Les Belles Sœurs de Michel Tremblay, une pièce qui a joué ici à Paris il n'y a pas très longtemps. Donc, on parlait des femmes. On est allé jouer ça en Inde pendant 4 mois, mais pas tout le temps, mais ce qui nous a permis de sillonner différentes contrées de l'Inde. Et on a été très bien encadré à l'époque par le directeur de l'école de théâtre de New Delhi, Ibrahim Al-Kazi. Et lui nous a tout de suite dit, si vous êtes en Inde, vous devez absolument aller voir ceci, voir cela, voir ceci, voir cela. Et ce qui fait qu'on a sillonné, c'est immense l'Inde, on l'a sillonné, on a rencontré beaucoup de gens de théâtre, de compagnie, de grands artistes. Et à la fin de ce voyage et de cette tournée, j'ai assisté à du Kathakali. Et ça a été un grand coup de foudre. Et j'ai décidé de m'y consacrer pendant de nombreuses années, lors de plusieurs voyages. Et donc Kathakali, c'est un opéra, c'est aussi de la danse, du théâtre, du mime, mais on ne fait pas tout ça. C'est-à-dire que moi j'ai la formation de danseur-acteur dans le Kathakali, parce que ce que les chanteurs vont chanter en malayalam sanskritisé, le malayalam c'est la langue du Kerala. C'est un malayalam qui est un vieux malayalam, c'est parce qu'on dit que c'est sanskritisé, c'est très proche du sanskrit, et chanté par des chanteurs, et nous on doit exprimer à travers des codes gestuels, des codes mimiques et des structures de danse ce que le texte chanté dit, mais pas toujours en simultanéité, ça peut être décalé, parce que et les spectacles sont très très longs. Alors pour décrire par exemple, c'est un poème d'amour, on décrit souvent la beauté d'une femme. Alors on peut prendre 1h30 juste pour décrire cette beauté. Et le poème peut être sur une page à peu près pas plus que ça, mais ça prend 1h30 pour décrire. Pour la musique un peu. Et la musique nous suit. Oui, il y a l'improvisation. Oui, parce qu'en fait il y a les padam et les atam. Le padam, c'est le texte comme tel,
Et là, on doit vraiment s'arrimer au padam. Mais l'atam, il n'y a plus de texte chanté, et là, c'est que de la musique. Et là, nous pouvons improviser quelque chose. Et les plus grands artistes vont improviser avec leur gestuelle des choses. Et c'est vraiment formidable. C'est un peu comme avec le jazz. Mais évidemment, c'est une forme classique. On ne peut pas apprendre ça en quelques heures. Alors, moi, j'ai eu l'occasion d'en voir au Théâtre du Soleil, puisque Ariane Mouchkine est très proche de cette tradition-là aussi. C'est un théâtre où l'acteur disparaît derrière aussi les artifices du théâtre, un costume assez volumineux, un maquillage, et puis toute une gestuelle qui est complètement non réaliste. Alors, je pose ces questions-là, même si ça peut sembler très éloigné de la littérature, mais parce que vous écrivez vraiment à partir de ce patrimoine que vous vous êtes constitué. En fait, on ne peut pas totalement dire ça, ce ne serait pas totalement juste, si on veut préciser tout cela. C'est que, comme j'ai formé des acteurs, je me suis beaucoup inspiré de la formation orientale, que j'appelle une formation analytique, et que j'oppose à la formation occidentale, que j'appelle une formation synthétique. C'est-à-dire que en formant un acteur oriental, tu passes par l'analyse du corps, par la segmentation du corps. Tu maîtrises chaque partie du corps avant de créer une synthèse. C'est-à-dire que le personnage, c'est d'abord des petites choses, des petits muscles, et c'est ce que j'appelle l'analytique. Et la synthèse vient beaucoup plus tard. En Occident, ce que j'ai constaté, c'est surtout l'inverse, c'est-à-dire que on prend le personnage comme s'il existait comme une totalité, comme une synthèse. Et on essaie par la suite de l'analyser. Donc on fait le chemin inverse. Comme écrivain, c'est sûr que le Kathakali m'a aidé aussi parce que cette approche analytique m'a amené à construire ou à inventer, élaborer plutôt des exercices plus analytique que synthétique pour former des acteurs en Occident. Et j'ai appelé ça l'anatomie ludique. Donc c'est vraiment inspiré de la formation orientale finalement, mais appliqué avec la méthode studio de New York, à Stanislavski, enfin des grands formateurs de l'Occident, du théâtre. Est-ce qu'on pourrait dire que cette anatomie ludique, c'est une façon d'écrire avec ses sensations, avec les sensations corporelles? Sauf et comment ça se passe? C'est-à-dire qu'il y a des focus. En fait, c'est que quand les jeunes acteurs vont jouer plusieurs personnages, ils vont souvent tendance à jouer le même personnage, même si c'est des personnages différents, parce qu'ils vont jouer toujours à partir du même endroit dans leur corps. Parce que c'est physique, le jeu. Alors, il faut amener l'acteur, surtout je parle des acteurs débutants, à faire circuler l'énergie pour qu'ils puissent jouer à partir de différents endroits de leur corps. Parce qu'il y a des personnages qui sont plus épaules, des personnages qui sont plus dans leurs yeux, d'autres qui sont plus dans leur sexe. Et donc, si l'acteur est coincé quelque part, son personnage va être kidnappé un peu par sa propre anatomie. Donc, il faut que l'énergie en lui circule. Et j'ai appliqué ça au domaine de l'écriture. Ce qui fait que j'ai donné des ateliers à des écrivains, des auteurs dramatiques, pour qu'ils puissent aussi s'apercevoir que lorsqu'on écrit, on n'est pas nécessairement toujours au même endroit. On peut être beaucoup dans sa tête, et tout d'un coup, on peut être dans ses poumons, dans son cœur. Et j'ai fait plusieurs expériences, élaboré beaucoup d'exercices avec les acteurs et ensuite avec des écrivains, pour mettre au point un peu cette approche d'anatomie ludique, qui est totalement inspirée par la formation orientale de l'acteur. Alors, c'est complètement exotique pour la tradition européenne de la littérature qui naîtrait de l'inspiration et qui se passe dans le cerveau et dans l'esprit de l'écrivain. Pour moi, écrire, c'est le corps qui écrit. C'est pas juste, c'est tout le corps qui écrit et par travail, par focus, on peut générer des textes très différents. Mais au théâtre, on a plusieurs personnages dans une pièce et c'est très utile parce que nos personnages vont être totalement différents parce que vous avez 4, 5, 6, 8 personnages, ils vont être tous différents, mais si on ne contrôle pas ça, ils vont se ressembler. Donc, il va y avoir un dialogue entre un personnage qui est plus dans sa tête et un autre personnage qui va être plus dans ses points.
Et donc, je travaille beaucoup les sensations, évidemment, parce que les focus corporels, par l'imaginaire, on les investit par des sensations. On peut utiliser le chaud, le froid, le solide, ou par des images. Quand j'ai écrit la pièce Cantate de guerre, je me suis inspiré d'objets très durs, toutes sortes d'objets après une explosion d'un édifice, par exemple, tout ce qui est coupant, la brique, poussiéreux. On peut l'installer par l'imaginaire dans son corps et ça permet d'écrire des textes qui sont à ce moment-là extrêmement violents, comme dans ma pièce Cantate de guerre. Ce qu'il faut dire, c'est que Cantate de guerre traite de la torture psychologique, physique. Il y a donc une mise en onde par France Culture. Si vous êtes intéressé, on peut l'écouter sur Internet. Et c'est un texte dont le sujet est pratiquement insoutenable, mais par la distance poétique, vous arrivez à traiter directement du phénomène de la violence, ce qui se passe dans l'esprit du tortionnaire et comment la parole peut être aussi un outil de torture. Absolument, oui. Mais en restant dans quelque chose qui est entendable et qui permet de penser le sujet. Mais alors, on pourrait parler de la violence dès maintenant, mais on peut parler de ça. Et comme ça, ensuite, ça nous fera un chemin pour parler d'Ogre, de revenir sur l'histoire de cette pièce qui finalement date de 97. Hein, c'est ça, il y a eu beaucoup de pièces depuis, mais elle reste évidemment toujours d'actualité. Et c'est peut-être une des pièces, vous avez commencé à vraiment creuser cette question de la violence. Enfin, vous me direz si c'est le cas. Alors, si on parle de la violence, justement, donc Cantate de guerre, qui a donc été, c'est un texte, vous me disiez tout à l'heure, pour situer un peu historiquement, qui a été créé vers 2011, écrit en 2011. Donc le texte poétique que vous venez de sortir, L'œil soldat, je voudrais citer le 4e de couverture de l'éditeur. Alors, il n'est pas encore arrivé en France, cet ouvrage. Oui, il est diffusé en France. Il a même été lancé en France. C'est la peuplade, donc la peuplade est ici. Alors, voilà, donc vous pouvez le commander. Il est ici. Aller traverser, se fera un plaisir de le commander pour vous. Donc c'est l'univers d'un jeune homme halluciné, et c'est l'histoire du pacte qu'il passe avec le diable. Ce pacte lui permet, par un simple jeu de paupières, de changer de sexe, de couleur et d'époque. Devenu ainsi soldat en un clignement d'œil, il ne peut soudain plus taire l'horreur de la guerre. Pendant qu'il pleut des morts, une pensée adolescente à fleur de peau fait rage. Qu'y a-t-il derrière ce qui est ? Combien de fois encore faut-il trancher les gorges ? Que faut-il cesser d'être pour apaiser le rouge ? Donc on est dans la violence guerrière. L'Orangeraie, donc votre roman le plus célèbre, traite aussi de la guerre, puisque c'est l'histoire de deux enfants, deux jumeaux, dont le père a décidé de commettre un acte qui semble impensable, c'est-à-dire sacrifier. Oui, on lui demande de sacrifier l'un de ses enfants. Voilà, il accepte de sacrifier l'un de ses fils pour qu'il devienne un enfant kamikaze qui ira se faire exploser chez l'ennemi. Rien n'est jamais nommé, que ce soit le pays, l'ennemi, la cause. C'est pour ça que ça le rend également appropriable par tous. Donc déjà, il y avait cette question de la guerre qui touche les enfants. On peut citer également parmi vos œuvres qui traitent de la violence. Alors, il y a des textes qui traitent plus de la violence physique, de la manipulation. Mais en tout cas, je crois que là, dernièrement, vous avez bouclé un cycle sur la violence guerrière. En quoi ce sujet, la violence guerrière, vous a-t-il intéressé ? Parce que nous sommes tous citoyens du monde et je pense que s'il y a de la guerre, des conflits ethniques partout, la crise migratoire, je pense qu'un écrivain doit se sentir responsable et aussi ouvrir les yeux. Et je pense que je n'avais pas le choix d'en parler, surtout avec la globalisation dans laquelle on vit. Donc, s'il se passe quelque chose maintenant dans un endroit du monde, on le sait 15 secondes plus tard. Hein. Donc, ça m'intéressait plus de travailler des histoires plus trop intimes.
Je vais y revenir, c'est sûr. Actuellement, je termine un roman sur la vie du peintre Francis Bacon. Donc, ça va être encore là sur la violence, mais à travers une œuvre, l'œuvre d'un peintre que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que là, j'ai fait un cycle sur le thème de la guerre, et que j'aborde peut-être d'autres choses différemment. C'est comme avec Ogre, j'ai pensé que j'ai écrit en fait trois pièces, c'est Ogre, téléroman et Grande Écoute, c'est mes pièces sur l'univers de la médiatisation en fait. Donc là, j'ai comme fait une trilogie. C'est sûr qu'on ne dit pas, voilà, je vais écrire une trilogie sur la médiatisation. Mais on s'aperçoit, une fois que les œuvres ont été écrites, qu'il y a un lien, il y a un fil conducteur. Avec Ogre, j'avais fait un lien entre le fait d'être médiatisé, donc de se sentir avoir du pouvoir et de devenir de plus en plus méchant. Donc je faisais un lien avec cette surmédiatisation. Aujourd'hui, Ogre, pour moi, ça peut être Weinstein, Epstein, c'est dans le mouvement MeToo. Le personnage a complètement changé pour moi d'actualité. Il résonne autrement. Je pense que dans cette grosse marionnette que Danny, le metteur en scène, a proposé comme personnage, on peut très bien y voir ce qu'on voit dans les médias à propos de Weinstein, en fait, de ce genre d'hommes qui utilisent leur pouvoir pour manipuler surtout les femmes. Ou des SK. Ou des SK, Epstein et d'autres. Donc, cette pièce va sûrement résonner autrement. Mais à l'époque, elle résonnait pas de cette façon. Elle résonnait plutôt sur... elle annonçait la télé-réalité. Donc, et je critiquais aussi beaucoup la bêtise. La bêtise. Vous avez fait convaincre, bravo à vaincre la bêtise. Oui, merci. Donc, les pièces résonnent différemment. Quand on l'a présenté, Ogre, en 98 à Bruxelles, on devait faire une tournée en Belgique et en France. On ne l'a jamais fait parce que à l'époque, il y avait l'affaire Dutroux. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et les tourneurs nous ont dit « Ah, mais Monsieur Tremblay, on ne peut pas monter votre pièce aux Belges et aux Français, surtout les Belges, parce qu'ils vont voir dans votre personnage Dutroux. » Et je crois qu'ils ne seront pas contents. Mais on venait de la créer à Montréal et personne ne connaissait Dutroux. Et à Montréal, la pièce a eu beaucoup de résonance, oui, beaucoup de succès, mais on n'a jamais pensé à ça. Donc, oui, la pièce, ça accroche toujours un moment de l'actualité et elle a un autre sens. C'est ça qui est intéressant avec le théâtre. Ogre, je vais en dire quelques mots pour ceux qui ne l'ont pas lu. C'est vraiment un texte sur la violence qui est comment dirais-je, amené d'un point de vue assez inhabituel. C'est le point de vue du criminel, de l'oppresseur, de celui qui manipule, de celui qui a une emprise et qui se nourrit de la domination sur l'autre. Et c'est une voix. Oui, c'est une voix. Pour les voix. C'est un monologue continu qui nous dévoile petit à petit le niveau d'abjection ou en tout cas de violence omniprésente familial, dans toutes les c'est relations. un homme, il injure il appelle sa femme orang-outan, il fait l'inceste avec sa fille, il méprise son fils, il a tous les défauts du monde, et plus il se sent filmé par des caméras, plus il grossit, plus il devient immonde. C'est un peu la mécanique de la pièce. Donc c'est une figure de l'outrance qui nous sort, on rentre dans le monstre finalement. J'imagine que vous en fait, quand on l'a créé à Montréal, j'étais très content parce qu'il y avait des spectatrices surtout qui voulaient le battre. ça me faisait plaisir. Parce que c'est ça que je voulais, quoi. C'est qu'on le déteste, ce personnage. C'est pas pour l'aimer, on veut pas l'aimer, on veut le détester. Parce que c'est un défi pour un auteur d'écrire un personnage détestable. En quoi c'est un défi intéressant? Parce que on aime qu'on aime nos personnages. Normalement, on veut que. Mais là, il y avait le danger qu'on dit mais on déteste vos personnages. Mais parce qu'il faut faire la différence entre l'œuvre et le personnage.
Mon but, c'était qu'on n'aime pas ce personnage. Parce que le fait que Danny a décidé d'en faire une... Parce que c'est pas écrit pour la marionnette. Voilà, on va Il faut y bien venir. s'entendre. Oui, oui. Maintenant, c'est joué par une marionnette manipulée par 3 personnes et le texte est lu, pas lu, mais dit par quelqu'un, un acteur. Ça change complètement la donne. Parce que la grosseur de la marionnette rend le texte très grave. Donc, ajoute une gravité à ce qui était très léger. Parce que la pièce créée à Montréal faisait rire de la salle entière. On riait. Beaucoup. Alors, je ne suis pas sûr qu'on va rire mardi. C'est pas évident. Non, Là, parce à la lire comme ça, on rigole pas beaucoup. Quand même. Non, mais on c'est... sent qu'il y a de l'outrance, Il y a du mal. Ouais, mais comme on l'avait créé à Montréal, et l'acteur que moi j'avais en tête et qui a accepté de le faire, on riait énormément. Mais on riait avec toutes sortes de couleurs. On pouvait rire jaune, noir, bleu, mais on riait. Mais là, avec cette énorme marionnette, on ne pense pas qu'on puisse rire parce que ça ajoute du poids. Et donc, toutes les couleurs du texte qui pourraient être vers le haut sont aspirées vers le bas. Et ça donne complètement un autre spectacle. Et donc, il y aura du malaise. Attendez-vous à avoir du malaise. Ce qui est l'impression que vous avez voulu transmettre au public à travers le texte, le malaise. À l'époque, quand je l'ai créé, c'était de dénoncer des choses. Dénoncer la médiatisation, dénoncer la bêtise qu'il y avait à la télé, à la radio, parce qu'il y a énormément de bêtises. Je voulais dénoncer ça et j'ai continué à les dénoncer avec la pièce suivante, Téléroman, qui est une pièce que j'ai écrite qui dénonçait la bêtise des téléromans, enfin des feuilletons. Oui. Alors là, je me suis donné là. Et de l'addiction aux séries, oui, et parce de que la projection dans ouais. l'univers des séries. Ouais. Parce que ce qui revient souvent, j'ai l'impression aussi dans votre travail, ce sont des personnages qui ont un rapport au réel assez trouble. Et où la frontière entre ce que je suis, ce que je pense être, ce que je voudrais être, est assez floue. Ouais, voilà. Ça, c'est important. Oui, parce que c'est ce que j'ai voulu faire dans un téléroman. Ce sont des jeunes qui sont phagocytés par un téléroman qui s'appelle Piscine municipale. Et ils s'identifient à des héros. Et j'ai critiqué ça, mais encore là, avec beaucoup d'humour, d'ironie surtout. Et j'ai continué à écrire une autre pièce qui est assez récente, Grande Écoute, où là, critiquais le monde des talk-shows. Parce que j'ai énormément de stupidité dans les talk-shows, mais vraiment beaucoup aussi, et beaucoup de vide. Et je continue mon travail de critique. Et donc, cette pièce a été créée il y a quelques années à Montréal. Et donc, ça s'appelle Grande Écoute. Et c'est quelqu'un qui fait un talk-show tous les soirs. Et donc, on assiste au talk-show. Il y a des scènes, c'est le talk-show. Et ensuite, c'est ses relations avec sa femme, son fils et d'autres gens. Et donc ça, c'est ma trilogie. Ogre, téléroman, Grande Écoute. Et c'est une trilogie sur la médiatisation. On dit souvent que la critique, finalement, n'est pas toujours évidente pour les artistes, notamment dans le spectacle vivant, puisque ceux qui viennent au théâtre seraient déjà convaincus. Et vous, est-ce que vous pensez que, justement, la littérature et le théâtre, en particulier, peut le spectacle vivant, justement, pour nous faire réfléchir que peut l'art par rapport à la bêtise? Il peut. Il peut. Il peut, mais il peut. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime dans le théâtre, c'est que c'est là, ça se passe maintenant, c'est vivant. Et on ne sait jamais ce qui va arriver. Et ça laisse des traces dans la chair, dans le corps, dans le muscle, dans la psyché. Et c'est sûr qu'il faut que le spectacle soit fort, puissant, intelligent aussi. Ce n'est pas tous les spectacles qui vont laisser des traces. J'en ai vu des milliers des spectacles et je pourrais faire comme Georges Perec et je pourrais faire l'exercice. Je me souviens et finalement je m'apercevrais que sur les milliers de spectacles, il n'y en aurait pas tellement dont je me souviens si je faisais l'exercice de Georges Perec. Donc, mais ça a un impact, c'est sûr. Ça a un impact puisqu'il y a encore des spectacles que j'ai vus il y a très longtemps dont je me souviens. Et donc cet impact-là,
nous travaille, nous Oui, constitue. et m'a fait écrire aussi moi-même d'autres pièces, des romans, de la poésie. Donc il y a une espèce de transmission. Et pourquoi est-ce qu'il y a encore du théâtre? Parce qu'on a le cinéma, on a la vidéo, pas la vidéo, mais l'internet. On peut tout voir sur écran maintenant. Mais les salles de spectacle sont vachement pleines à Montréal. Hier, j'étais au théâtre, c'était aussi plein. Il y avait peut-être 1000 personnes qui étaient là. Donc, comment ça s'explique alors que parce cette que soif parce que d'un art c'est ancestral? parce que les hommes, les gens aiment se rassembler pour assister à quelque chose et communier. Il y a une communion. Il y a une communion. Une communion laïque. Oui, parce que là, oui, on pourrait dire ça, une sorte de communion. Parce qu'on décode pas nécessairement tout de la même façon, parce qu'on peut être d'accord, pas d'accord. J'ai regardé en partie la remise des Césars, là. C'est des Césars, hein, c'est ça, ouais. Oui. Ça, c'était vraiment... Waouh! Là, il y avait une espèce de psychose nationale sur écran, là. Là, c'était vraiment... ben voilà, c'est comme si la France se payait une thérapie, quoi. Mais ça crée ça crée toujours des remous, là. Il y a de quoi débattre, hein, ce qui s'est passé là au César. Ouais, ce qui était intéressant, c'est ce qui se passait autour, quoi. Ben ouais. Les gens qui partent, les gens qui en parlent. Ben voilà. Je pourrais écrire une pièce, ma prochaine pièce sur la médiatisation, ça pourrait s'appeler Les Césars. Avec les Césars. Je voudrais revenir à la marionnette en m'appuyant sur un texte que vous m'avez transmis gentiment parce que je ne le connaissais pas, qui a été publié dans Revue Marionnette, dans une revue sur la marionnette donc qui est publiée au Québec. Et c'est un texte que vous avez écrit où vous faites le lien justement entre l'art du katakali et on va dire la figure de la marionnette, mais une marionnette métaphorique. Alors, le texte commence juste après la description d'une spécificité du katakali, qui est la suivante. Les acteurs sont sur scène, ils dansent, ils jouent avec leur corps, on va dire, c'est vraiment du théâtre gestuel, et les récitants et les musiciens sont à côté. Donc il y a une dissociation entre le son, le sens, le texte, le poème, et le corps, qui est lui-même un langage. Et donc cette dissociation paraît importante. Alors je vous cite. Cette séparation entre voix et corps, on la retrouve dans le jeu marionnettique, tout comme on retrouve aussi le découpage du mouvement. Je ne doute pas que ce dispositif où la voix semble manipuler le corps, ou l'inverse, ait nourri ma dramaturgie. Il y a une marionnette fantôme qui agit en catimini dans mes textes. Parfois, elle se laisse voir. Je la reconnais dans la poupée manipulée par un ventriloque dans Le Ventriloque, une de vos pièces, ou dans le rôle du mari, réduit à un mannequin de vitrine dans Leçon d'anatomie, ou encore dans la statue de cire d'Abraham Lincoln dans la pièce Abraham Lincoln va au théâtre. Ce fantôme est aussi à l'œuvre dans la pédagogie de l'acteur que j'ai élaborée au fil des ans. Ce n'est pas anodin si je l'ai appelée anatomie ludique. La marionnette ne possède-t-elle pas l'anatomie la plus ludique qui soit? Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est en quoi le corps artificiel de la marionnette est-il intéressant pour vous en tant qu'auteur? Là, on peut parler d'ogre, justement. En fait, je m'en suis pas aperçu sur le coup, mais effectivement, il y a une marionnette en moi. Ma formation d'acteur-danseur me donne cette allure de marionnette, là. Mais on s'en aperçoit des années plus tard. Et il y a beaucoup de... J'ai été approché par des compagnies de marionnettes. Pourquoi? Peut-être parce qu'en lisant mes textes, ils ont senti que j'avais un potentiel pour faire bouger des marionnettes, je ne sais pas. Mais maintenant, j'ai des pièces écrites pour marionnettes qui sont maintenant jouées par des acteurs. Et donc, ça marche dans les deux sens maintenant. Et puis, tant mieux. Et puis, il y a des pièces... maintenant, j'ai des commandes. Actuellement, au Québec, il y a une pièce pour enfants, pour marionnettes qui tourne. Et il y a Ogre qui n'était pas écrit pour les marionnettes. Et puis, j'ai les figures de marionnettes dans plusieurs de mes textes, comme le ventriloque. La pièce commence par un numéro de ventriloquie. Et donc, c'est un ventriloque avec sa poupée Gabi. Et donc, il y a là aussi tout un jeu avec la marionnette.
dans Abraham Lincoln, le personnage principal, c'est une statue de cire. Mais donc l'acteur est grimé en statue de cire d'Abraham Lincoln. Il faut le faire. Hein, vraiment, oui. Et donc là aussi, il y a cette notion d'être inanimé. Et pour moi, je pense que dans le texte, j'écrivais que la première marionnette, dans le fond, c'est le squelette. Pour moi, c'est ça. C'est le squelette. Le squelette, c'était sans doute la première marionnette. On ne voit que l'articulation. Donc, il n'y a pas de chair, mais on voit la structure. Et ce qui est bien avec... Pour moi, c'est la plus ludique des acteurs, la marionnette, parce que on peut n'avoir qu'une tête. La marionnette ne souffre pas. On peut lui ouvrir, comme dans ma pièce pour enfants actuellement, j'ai une scène où on ouvre la tête de la marionnette, puis on joue dans son cerveau. Mais évidemment, si on faisait ça avec un acteur, ça serait différent. Ouais. Mais avec une marionnette, il n'y a pas de sang. À moins qu'on veuille en faire, là, mais ça ne souffre pas. Donc, ça nous permet toutes sortes d'esthétique, quoi. Quand j'ai écrit l'histoire d'un cœur, qui est une pièce pour marionnettes, il n'y avait jamais une marionnette complète. C'était juste ou un bout de tête ou un bout de bras. Tous les personnages étaient en des fragments de marionnettes. Est-ce que vous ressentez quelque chose de particulier quand vous découvrez vos textes interprétés par des marionnettistes Beaucoup de plaisir. Est-ce que vous découvrez justement un plaisir différent de celui de voir vos textes interprétés par des acteurs de chair Non, et pour de moi, sang, c'est le plaisir théâtral quand c'est bien fait, quand c'est bien joué, bien manipulé. Ça ne change pas le plaisir, c'est un plaisir théâtral, c'est le plaisir que l'œuvre soit bien construite et bien transmise au public. Non, il n'y a pas de différence, non, pas pour moi. Alors, vous parliez aussi de la question des voix. Vous disiez que vous écriviez quand même plutôt pour des voix, en tout cas que c'était des voix qui surgissaient. Je ne sais pas si c'est un peu comme le personnage, le petit garçon de l'orangerie qui parle de ces voix qui l'habitent, qui sont des voix de tous les âges et de tous les pays. C'est un petit peu comme ça. C'est parce que je vois pas mes personnages. Je ne les vois pas. Ils n'ont pas d'identité physique. Non, je ne les vois pas. Je ne les vois jamais, jamais, jamais. Alors, je les entends. Et donc, je suis un auteur de l'oreille. Mais quand j'étais metteur en scène, j'étais un metteur en scène œil. Alors, c'est très étrange. Jeune metteur en scène, j'étais œil totalement. Et en vieillissant, je suis devenu metteur en scène oreille, mais bénéficiant de mon travail d'œil. Mais comme écrivain, je suis resté très oreille. Alors, je ne les vois pas, les personnages. Et je décris très très peu mes personnages. Parce que ne les voyant pas, je n'ai pas vraiment envie de les décrire. Donc, en fait, c'est le lecteur qui va se les imaginer. Non, quand c'est une pièce de théâtre, c'est le metteur en scène qui va décider quel acteur, quelle actrice. Et donc, c'est lui qui va donner l'image de mes personnages. Mais souvent aussi, je travaille avec les metteurs en scène pour discuter de casting, de distribution. D'accord. Alors, est-ce qu'il y aurait des impressions ou des questions? Je ne sais pas si vous êtes des lectrices ou lecteurs des livres de Larry Tremblay. Tu t'amuses à brouiller les pistes et je voulais savoir si c'est prémédité ou si ça arrive comme ça et puis... Je pense que ça vient du fait que j'ai commencé ma carrière comme homme de théâtre et que le théâtre, c'est de l'action. Et donc, il faut changer la donne, il faut surprendre. Pour garder l'intérêt du spectateur, il faut qu'il y ait vraiment des surprises. Il faut surprendre. Parce que sinon, le théâtre, vous savez, l'ennemi numéro 1 du théâtre, c'est l'ennui. On s'ennuie très facilement au théâtre si, justement, il n'y a pas cette densité dans le texte, et si on n'a pas éliminé toutes les redondances, les facilités, les clichés, c'est tout un grand nettoyage textuel pour que justement ça soit dense et qu'on veut tout le temps écouter et voir ce qu'on écoute et voit au théâtre. Et ça, je crois que cette théâtralité-là, je l'utilise dans la poésie et le roman. Et c'est ça qui fait qu'il y a une sorte de corde tendue. Mes romans sont courts en général,
parce que ils sont presque tous adaptables au théâtre, dans ce sens-là. Je n'ai pas lu vos pièces, mais Jean-Louis Barrault disait « Le théâtre est l'art de la vie et la vie est une fête ». Bon, on a depuis longtemps, depuis une heure, j'ai l'impression que vous avez un théâtre assez triste, non? Non, comme je vous dis, le Ogre, c'était très très drôle. Oui, c'est pas triste, moi je n'aime pas le mot triste. Non, il peut être grave, il peut être sérieux, il peut être violent, il peut être percutant, mais il n'est pas triste. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a comment dirais-je, des processus, des procédés qui vont aller vers le grotesque. Il y a une forme d'amplification, parce qu'on n'est pas dans le réalisme, ça vous l'aurez compris, je pense, hein, depuis le début. Vous fuyez l'hyperréalisme, on est dans ouais, j'aime pas non, quand je vais au théâtre, j'ai pas envie de voir ce que j'ai déjà vu à la télé. Donc pour moi, le théâtre, c'est autre chose quand même. Et dans la manière de forcer le trait, on sent qu'il y a un humour qui est parfois grinçant. Mais vous disiez que à Ogre, la création de Ogre avec des acteurs au Québec, les gens ont ri parce que il y a peut-être une dimension de miroir déformant aussi. Je ne sais pas si c'est ce que vous cherchez. En fait, j'essaie d'explorer toutes les facettes de l'univers théâtral. J'ai écrit un opéra comique et je vous assure, madame, qu'il était comique. Oui. Alors, et puis j'ai écrit pour les enfants. Des pièces drôles aussi. Donc, c'est sûr qu'on a beaucoup parlé de violence, mais c'est parce que c'est madame qui a mis le projecteur sur la violence. Mais on aurait pu aussi parler de beaucoup de l'humour, de l'ironie et du sarcasme, toutes ces autres choses-là qui sont aussi dans mon œuvre. Alors, je dirais qu'il y a le sujet et puis il y a la manière de l'aborder. Parce que c'est justement dans la manière de l'aborder, de faire surgir la poésie, la distance poétique, qui nous donne une distanciation et une métaphore. C'est tout le pouvoir de la métaphore. Et l'humour est un autre procédé pour peut-être mettre à distance, faire réfléchir. Mais c'est vrai qu'on a peut-être moins l'habitude de voir des sujets graves, choquants, extrêmes, abordés de cette manière-là. C'est sûr que j'ai eu ma période sur la guerre, là, ça c'est... Mais c'est pas triste, c'est cruel. C'est pire. Oui, c'est peut-être pire. Parce que là, l'ogre, c'est quand même un personnage du conte, quoi. C'est aussi un personnage de l'enfance, quoi. C'est le côté excessif, il me semble, hein, quand même. Oui. Et là, c'est le côté excessif, cette espèce d'homme qui a une espèce de boulimie, à la fois dans son corps, à la fois dans son rapport avec les autres autour de lui, qui les dévore, effectivement. Oui, c'est vraiment... Donc on n'est pas dans quelque chose d'effrayant, enfin, si, un peu effrayant, mais on n'est pas dans quelque chose de triste du tout, on est dans quelque chose d'excessif, quoi. Oui. Non, je pense que là, j'ai jamais écrit une pièce triste. Non, mais c'est intéressant, votre remarque. Ça me fait réfléchir. Est-ce qu'il y a du drame ou du mélodrame, puisque au théâtre, la tristesse est incarnée. Non, j'ai pas de mélodrame. En la forme du mélodrame. J'écris pas de mélodrame, non. Non. Alors peut-être que dans un théâtre plus psychologique, on va trouver la tristesse, mais là, c'est vrai qu'il y a une affirmation de la vitalité aussi du langage, parce que si le sujet est difficile à entendre, il y a quand même une affirmation par des images, par les mots. Il y a une affirmation de la vie voilà, par l'art en fait. Hein. C'est ce qui rend supportable ces sujets-là et ce qui les rend perceptibles et intéressants. Et l'émotion naît aussi de ça. J'ai souvent remarqué que les Québécois qui aiment beaucoup rire ont une littérature un peu noire. Souvent. C'est une généralité qui se vérifie. Ça dépend parce que c'est parce que ça a tellement changé la littérature chez nous là. Il y a un éclatement, une explosion. Alors c'est difficile de mettre la littérature québécoise sous une étiquette parce que depuis 20 ans, on s'y reconnaît plus chez nous en littérature. La littérature maintenant, elle parle de tout. Il y a énormément d'écrivaines maintenant, d'autrices. Oui, plus de femmes. Beaucoup plus. Et puis il y a maintenant aussi les autochtones qui prennent la parole de plus en plus. Les écrivains n'ont pas peur de parler du monde, comme moi je l'ai fait avec l'Orangerie et des pièces.
Donc, c'est vrai qu'il y avait, pendant les années 60-70, pour appeler des trucs de cuisine, là, des drames familiaux. Oui, il y en avait. Sur l'inceste, puis sur... ça, c'est vrai. Mais je crois qu'on l'a... on n'est plus là. On n'est plus là. On n'est plus là. Ça reste quand même un sujet universel, celui que vous avez pris. L'inceste. On ne peut pas dire que ce soit un sujet québécois. Ouais, non, mais quand il y en a trop... Disons que c'est très grec. Oui, voilà. Mais peut-être une des particularités de la littérature québécoise, et là je me base sur un fait concret, c'est que il y a quelques millions de francophones entourés par un continent d'anglophones, que ce soit les Canadiens anglophones ou les États-Uniens. Donc ça doit aussi créer une situation sociale, politique particulière pour les lettres québécoises. Il y a une tension linguistique importante. Je l'ai traité dans une de mes... Enfin, ma pièce peut-être la plus connue au Québec, sinon la plus célèbre, c'est The Dragonfly of Chicoutimi. Je l'ai écrit en anglais. En fait, c'est écrit en un anglais qu'un francophone peut utiliser. Donc c'est un anglais... même non, un mauvais anglais, un anglais lacunaire. On pourrait peut-être expliquer ça. Un anglais de cuisine. On pourrait expliquer ça peut-être par le fait que c'est comme si on avait pris des phrases françaises et on aurait remplacé les mots par des mots anglais, mais les structures des phrases, la syntaxe. La syntaxe peut être francophone, mais les mots sont anglais. Mais toute la pièce est en anglais et ça a eu un succès incroyable. Mais vraiment, une pièce qui a été rejouée, elle est reprise souvent, elle vient d'être refaite l'an passé à Québec, à la ville de Québec. Dernièrement, une nouvelle production a été faite il y a à peine 3-4 mois. Donc c'est une pièce politique, mais pas que politique, mais qui parle du Québec. Parce que c'est l'histoire d'un homme qui, suite à un traumatisme, cesse de parler. Donc il devient aphasique. Et 40 ans plus tard, il fait un rêve, mais il rêve en anglais. Mais il n'a jamais appris l'anglais. Mais il rêve en anglais. Il se réveille, et là, il reprend la parole, mais il parle en anglais, sans l'avoir appris. Et c'est là qu'il se présente au public, puis il commence I travel a lot, I see different things, etc. Il parle pendant 1h30 comme ça, il raconte sa vie et tout. Et donc c'est un peu l'histoire du Québec qui pourrait, suite à un traumatisme politique important, se réveiller anglophone. Donc vous comprenez que c'est... Ou la France, oui. En tout cas, donc c'est sûr que moi, quand j'ai commencé à écrire très très jeune, j'ai eu un sacré problème parce que j'avais l'impression d'avoir 3 bouches. Ah oui. Oui, c'est-à-dire que je lisais beaucoup à l'époque la grande littérature française. Jean-Jacques Rousseau, Racine, Corneille, et Flaubert, etc., etc. Et donc, c'était un français X. Le français que j'entendais dans ma famille, c'était un français mélangé de mots anglais. Et ce qui fait que j'essayais de trouver une langue d'auteur, donc j'avais vraiment c'était très long avant de trouver comment j'écris, moi. J'écris comme j'entends, j'écris comme je lis. Et la troisième bouche, quelle était? C'était la mienne. Là, je souffrais de schizophrénie linguistique. Mais vraiment. Mais ça a été une force. Parce qu'au départ, ça a été un ralentissement dans ma carrière, parce que il fallait que je fasse une espèce de fusion de ce que j'entendais, de ce que je lisais, et que finalement je fasse des choix et que j'écrive dans ma langue à moi, ma langue d'auteur, quoi. Donc, je n'écris pas des pièces avec le référentiel, c'est-à-dire ce qu'on entend dans la rue. J'ai ma langue à moi, ma langue d'auteur. Une langue littéraire? Oui, c'est ça, j'ai ma langue littéraire. Donc, mes personnages ne sont pas des copies sonores de ce qu'on entend dans la rue de Montréal ou de la Chicoutimi ou de Québec. Oui, il n'y a pas de dimension folklorique, entre guillemets, ou ethnique. Non, j'ai vraiment créé ma façon de faire exprimer des personnages. Donc c'était ma voie, ma solution pour fusionner mes 3 robinets. Et quand vous avez fait jouer les Berceurs en Inde, c'était en quelle langue? On l'a joué... c'était en français, en anglais, et puis on engageait sur place un acteur de la place qui jouait dans sa langue, hindi ou cachemiri.
et c'était formidable. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes alors tombé en amour, on dit comme ça, avec du théâtre muet. Oui, mais chanté. Mais chanté. Parce qu'il m'a, en fait, la première fois que j'en ai vu, c'était une répétition. Et donc, il n'y avait pas de chant, rien, c'était juste le travail physique, gestuel, très impressionnant. Et donc, en tant qu'acteur, vous êtes plutôt recentré sur le corps. Oui, c'est ma période œil, là. D'accord. Oui, j'ai fait du yoga en Inde, mais le Kathakali en soi, c'est aussi une forme de yoga. Vous savez, c'est martial, c'est spartiate. Ça commence à 4h30 le matin, on travaille sur le ciment. Faut vraiment vouloir le faire, parce que c'est pas facile, là, c'est exigeant, d'une grande chaleur et tout. Et c'est un apprentissage relativement long, je crois. C'est 6 ans, c'est 6 ans. J'ai pas fait 6 ans de suite comme ça, moi j'ai fait des petits bouts, mais pendant 5 ans, j'ai fait ça tous les jours. Et ensuite, vous avez pu vous produire là-bas, oui, dans une compagnie québécoise. Oui, mais on ne peut pas vivre de ça. Donc, on était un petit groupe, le petit groupe a éclaté, et puis finalement, moi j'ai continué tout seul de mon côté, mais le Kathakali, je l'ai utilisé pour faire des mises en scène. Comme j'ai créé un Antigone Kathakali, par exemple. J'ai créé un autre spectacle gestuel, Les 1000 grues, là, inspiré d'un fait vécu japonais à Hiroshima. Donc je m'inspirais je créais des histoires gestuelles et que j'ai tourné un peu comme ça. Puis à un moment donné, je me suis complètement concentré sur l'écriture de textes. Et j'ai laissé tomber un peu cet aspect de mon travail. L'écriture est devenue la plus forte. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des interventions, des remarques? Oui. Carl Béchard. Carl Béchard, qui est un acteur qui a beaucoup travaillé avec Denis Marleau et qui a joué beaucoup aussi en Europe, parce que Denis Marleau a fait des mises en scène à la Comédie Française, il a fait beaucoup tourner en France et ailleurs. Et Carl a été des premiers acteurs, un grand acteur de Denis Marleau, en fait, dès le début de Ubu, la compagnie Ubu. Voilà. Ah non, on n'a jamais travaillé sur la grosseur. Non. Carl était... Là, il y a un petit peu de... Mais Carl était maigre quand il a fait Ogre. Non, tout était dans la gestuelle, dans le jet. C'était vraiment... on voulait pas... on voulait jouer la grosseur, mais pas la montrer. Ouais. Mais là, par contre, avec la marionnette, là, c'est vraiment une autre approche. Parce que là, on va l'avoir en pleine face. C'est différent. Est-ce qu'il y a des metteurs en scène qui ont compris que tu trouvais à l'oreille? J'espère. Non, mais est-ce qu'ils ont traduit, parce que tout à l'heure tu disais que souvent ils travaillaient à l'œil. Est-ce que certains metteurs en scène ont traduit à l'oreille le travail? C'est difficile à savoir. Quand la production, surtout à l'étranger, est bonne, c'est qu'ils ont compris mon texte. Mais il m'est arrivé de trouver que ça n'avait aucun sens. C'est comme ça. On n'est pas toujours là pour guider les metteurs en scène et puis ou pour leur faire comprendre le texte. Donc ça fait partie du métier. Il faut l'accepter. Ou parfois on est surpris, mais dans le très bon sens, parce qu'ils ont découvert des choses qu'on n'avait pas vues. Et ça, c'est formidable quand ça arrive, ça. Parce que le texte devient autre chose. Et ça, c'est un beau cadeau, ça. Comme souvent au Mexique, le ventriloque est actuellement joué au Mexique. Et il y a eu 5-6 productions différentes, mais ils ont une façon, eux, beaucoup plus sexuelle de jouer le ventriloque. Alors que le ventriloque a été créé à Paris en 2001, chez Gabriel Garand, là. Et c'était très réservé. Mais si on voit une production mexicaine, c'est très affiché sexuellement. Donc c'est autre chose. Moi, je n'aurais pas imaginé ma pièce comme ça, mais ça marche. Ça marche. Oui. Il n'y a pas de didascalie.
Il n'y a pratiquement jamais de didascalie. J'en mets très peu parce que ça fait chier les metteurs en scène, en général. C'est par empathie pour eux. Les metteurs en scène, ils veulent avoir leurs propres idées. Alors, si l'écrivain dit, voilà, il se lève, il prend un verre d'eau, il tourne à droite, il va à gauche, il se gratte la tête, ben là, le metteur en scène, il frappe, ben là, est-ce que je fais ma job, là? En général, je n'en mets pas parce que moi-même, j'ai été metteur en scène et c'est rare qu'on tienne compte des didascalies. À moins que ça soit vraiment une chose essentielle, là. C'est très rare qu'on en tienne. Il y a Beckett qui voulait il y a des gens comme ça, là, ils sont essentiels chez Beckett, qui voulaient qu'on fasse toutes ces didascalies. Voilà. Parce qu'il y a peu de texte également, souvent. C'est ça. Parfois, son texte est une didascalie. Ça peut arriver. Hein. Mais c'est vrai que sur la question de l'oreille, je trouve assez significatif qu'en France, donc, on ait monté le ventriloque, les mains bleues, et qu'il y ait eu 2 créations radiophoniques, sans doute plus, sur France Culture, donc de Ogre, et on en parlait tout à l'heure, Cantate de guerre. Il y en a eu, davantage? Oui, il y a eu Le génie de la rue d'Orléans, mais ça fait longtemps. Il y en a eu d'autres, oui. Il y a une qualité peut-être radiophonique ou que des metteurs en ondes arrivent à percevoir, justement, peut-être. Mais bon, c'est pas c'est très sûr bien. En tout cas, Cantate de guerre, je vous recommande de l'écouter. Oui, je l'ai écouté. Ils l'ont bien travail. fait. C'était très bien fait, oui. J'étais content du résultat. Peut-être pour parler de l'actualité, donc l'opéra L'Orangerie sera créé à Québec? Non, à Montréal. À Montréal. À Montréal en octobre, repris un peu plus tard à Québec, une autre salle. On espère qu'il fera le voyage jusqu'à nous. J'espère bien. Et puis, oui, là, actuellement, il y a une pièce de marionnette pour jeunes qui circule partout au Québec. Alors, si vous voulez voir l'ogre avec cette marionnette qui doit faire 3 mètres de hauteur, à peu près, c'est ça. Donc, c'est déjà une prouesse, c'est assez unique, même sur d'autres spectacles. On n'a jamais vu ça. Donc, la Tortue Noire nous offre quand même un spectacle qui devrait être passionnant. Ce sera à partir du 10 mars jusqu'au 15 mars. Là, donc, c'est la semaine prochaine. Vous pouvez encore voir Kiwi au Mouffetard jusqu'à dimanche. Et je crois que c'est tout. Oui. Bibliothèque lundi soir. Ah oui, on va discuter du théâtre québécois avec Émile Lanzmann, qui est l'éditeur de Ogre et de centaines d'autres pièces, et qui connaît très bien le Québec, parce qu'il y vient souvent. Merci beaucoup, Larry Tremblay. Merci Nathalie. Merci Antoine. Merci de votre accueil. Merci.